Je me demande, dans le fond, si Jean Giraudoux, né en 1882 et mort en 1944, et qui est, vous le savez sans doute, un des dramaturges les plus célèbres de l'entre-deux-guerres, je me demande s'il n'a pas qualité à être plus apprécié aujourd'hui à Tokyo qu'à Paris. Pour un public cultivé japonais, il occupe une place, m'a-t-on dit, modeste, mais tout de même significative, dans la mémoire locale du théâtre moderne occidental. Pourquoi? Parce que le contexte historique, par deux fois, a favorisé au Japon la rencontre entre un public cultivé et le message sensible d'une œuvre qui chantait la vie sous tous ses aspects et qui dénonçait l'absurdité des nationalismes. La première rencontre, vous la devez au théâtre Shiki, mais plus particulièrement à Mikio Kato, cet auteur dramatique, ancien soldat de l'armée impériale, qui à partir de 1950 mit en chantier, avec d'autres collaborateurs du théâtre Shiki, la traduction du théâtre complet de Giraudoux. De nombreuses représentations de ces pièces ont suivi. Comme l'écrit ma collègue Yukie Mase, ici présente, le premier rendez-vous avec Giraudoux a eu lieu, de toute évidence, quand le Japon était sous le signe du pacifisme. Oui, ça c'était la première rencontre. Et la seconde rencontre, donc, a eu lieu plus récemment, avec la mise en scène de La guerre de Troie n'aura pas lieu, par Kuriyama, en 2017. C'était, je crois, au Nouveau Théâtre National, ici, à Tokyo. Quand? Eh bien, quand un contexte politique régional de tension faisait se poser, ici au Japon, la question d'une modification de la Constitution. Alors, cette continuité d'une rencontre à l'autre n'est pas le fruit du hasard. Elle se place sous le signe de la défense des valeurs humanistes. Elle pourrait d'ailleurs aussi bien, pour ceux d'entre vous qui connaissent La Folle de Chaillot, se placer sous le signe d'un militantisme écologique. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il n'en va pas de même en France, où le mot humanisme est devenu largement suspect. Expliquons la chose. La guerre de 1914-1918, qui s'était soldée par une énorme boucherie, l'avait déjà passablement écorné. Et les surréalistes avaient dénoncé l'humanisme bourgeois comme une duperie, puisque eux, ils prônaient les noces de la révélation poétique et de la révolution sociale. Le nazisme et la découverte des camps d'extermination ont porté à l'humanisme un deuxième coup, un coup si fatal qu'on a pu croire qu'il ne s'en remettrait jamais. Ainsi triompha longtemps, en France, l'absurde, au théâtre en particulier. Il faut savoir aussi que le débat autour de l'humanisme, après la guerre, a pris souvent la tournure d'un règlement de compte. Je vais prendre un exemple. Si Sartre s'est attaqué si violemment à Camus, c'est parce qu'il lui reprochait de rester fidèle aux valeurs morales humanistes jusque dans sa révolte. En résumé, l'humanisme devenait l'alibi des troisièmes voies suspectes, celles qui refusaient totalitarisme et diktat idéologique. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'on décréta qu'il convenait d'oublier Giraudoux. André Gide avait écrit « Nul moyen, sinon par barbarie, de résister au sourire de Giraudoux ». Eh bien, en 1969, un critique littéraire très célèbre, Jean-Louis Bory,
a répliqué sèchement dans le magazine littéraire: « Eh oui, toute la question est là. Nous en sommes à la barbarie nécessaire. » Giraudoux n'était pas le seul de sa génération à incarner ces valeurs humanistes. Et sa tutelle littéraire et morale restait discrète. Il ne signait pas les manifestes, ne participa pas au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture en 1935, où s'illustra Malraux. D'autres que lui avaient des titres à faire valoir pour incarner les valeurs de la Troisième République. Je songe en particulier à Jules Romain, l'auteur du roman Fleuve des hommes de bonne volonté, 1932-1946. Jules Romain était normalien comme Giraudoux. Poète, il érigeant en doctrine ce qu'il a appelé son unanimisme poétique, qu'il définissait ainsi. C'est l'intuition d'un être vaste et élémentaire. Cet être qui emporte ou recouvre les rythmes des consciences individuelles pour les faire accéder à la fraternité. Je note cependant qu'une telle illusion généreuse comme celle de Jules Romain est quasiment tombée dans l'oubli. Je note aussi que sur le versant du pacifisme, un écrivain comme Jean Giono, 1895-1970, Giono, adepte d'un pacifisme intégral adossé à son primitivisme païen, Giono a pu s'égarer politiquement. Il s'est compromis un peu avec le gouvernement de Pétain. Seul le fait qu'il ait poursuivi son œuvre longtemps après la guerre l'a aidé à faire oublier ses tâtonnements ou ses égarements. Revenons à Giraudoux. Giraudoux, lui, était plus antibelliciste qu'activement pacifiste. Ardent patriote, il avait connu l'horreur des combats sur le front de l'Aisne et aux Dardanelles en 1914 et en 1915. Il fut blessé à trois fois, et relata son expérience d'ailleurs dans des récits de guerre à caractère intimiste. Diplomate, il approuva les efforts dans les années 1920 en faveur de la paix. Romancier, il dénonça dans Bella en 1924 la politique nationaliste de Raymond Poincaré. Auteur de théâtre, il connut son premier succès avec Siegfried en 1928, une pièce favorable au rapprochement franco-allemand, dans laquelle le héros, doté d'une double identité, français-allemand, déclare « Je me refuse, moi, à creuser des tranchées à l'intérieur de moi-même ». Mais Giraudoux n'était pas tout à fait, comme Hector, dont la guerre de Troie n'aura pas lieu, un ancien combattant converti au pacifisme. Giraudoux n'a jamais rejoint l'Union nationale des combattants qui prônait un patriotisme pacifiste. Il ne s'est pas rallié au pacifisme internationaliste du prix Nobel Romain Rolland, l'auteur de Jean-Christophe. Antibelliciste, mais non partisan de la paix à tout prix, il avait déclaré dès 1931 à André Becler « La guerre se prépare comme un examen. Nous ne serons pas reçus. » Après la conférence de Munich, il est désabusé. Et quand vient le temps de la défaite en 1940, il déplore dans Armistice à Bordeaux, je cite, « Il manquera toujours une espèce d'honneur à la guerre dans laquelle la France n'est pas partie. » Et il accuse les politiques. Il refusait les usines de tanks. Il refusait de payer l'Amérique, d'appeler le Rhin. Il voulait la défaite. Pourquoi dès lors cette gêne aujourd'hui en France à reconnaître la qualité d'humaniste républicain à Giraudoux? Je crois que tout se passe comme si celui-ci était devenu le symptôme d'une mauvaise conscience française. Il faut savoir que les Français ne sont guère portés
à admirer le régime de la Troisième République. Et cela pour une raison assez simple. Celui-ci nous a conduits à pire que la défaite, à la déroute. Rappelez-vous le triste exode des Français du nord vers le sud, tandis qu'avançaient les forces allemandes. Et la République a fini par se saborder elle-même, en confiant les pleins pouvoirs à Pétain. En somme, ce régime qui avait eu de la peine à s'édifier sur les ruines du Second Empire se clôt sur un effondrement humiliant et sur une trahison. Nous ne sommes pas en paix avec la Troisième République. Or, Giraudoux a fait un peu plus qu'accompagner la destinée de la Troisième République. Non content d'être un des symboles, un des phares du mérite républicain, qu'est-ce qu'on appelle le mérite républicain? Il était d'une famille pauvre, il était boursier, il est devenu normalien, puis écrivain diplomate. Non content de ça, il a épousé le cours du régime tout au long de sa carrière, en s'en faisant le soutien un peu critique et finalement le propagandiste. Qu'on en juge. Il fut chef du service des œuvres, c'est-à-dire de la diffusion culturelle, puis chef du service de presse du ministère des Affaires étrangères. Il était donc aux premières loges de la propagande française. Il assuma, sans militantisme excessif, une sorte de magistère dont témoignent ses essais politiques, plein pouvoir puis sans pouvoir. Il assigna également au théâtre la mission de mobiliser la conscience civique. Enfin, peu avant la déclaration de guerre, il prit en charge la redoutable fonction de commissaire général à l'information, quasiment ministre, dans le gouvernement Daladier de juillet 1939 à avril 1940 pour faire contrepoids, pour contrecarrer la propagande nazie de Goebbels en Allemagne. Je dis redoutable parce que les moyens lui manquaient, que la censure militaire n'était pas de son ressort et qu'il dut se contenter de diffuser à la radio des messages gênés. Dans ses actes comme dans ses écrits, il accompagna donc la consolidation puis la faillite de la Troisième République. Et il y a une circonstance aggravante. Giraudoux a eu la mauvaise inspiration de mourir, de disparaître, en janvier 1944. Janvier 1944, c'est quelques mois avant la libération. Avant que ces textes les plus hostiles au régime de Pétain, armistice à Bordeaux, sans pouvoir, n'aient été publiés. Si bien qu'il devenait, pour toujours, un écrivain d'avant-guerre, enserré dans ce que j'ai appelé l'étau, l'impitoyable étau de l'entre-deux-guerres. Nos mémoires sont souvent approximatives, comme vous savez, fragmentaires, erratiques. Le pire, pour les Français, n'est peut-être pas l'humiliation de la défaite, mais la mauvaise conscience qui s'attache au soupçon de collaboration avec l'ennemi et à ce que un philosophe essayiste, Bernard-Henri Lévy, appelle l'indifférence au sort des Juifs, l'insouciante vision d'une France épurée de sa part étrangère. Ces mots que je lis dans l'édition de 1998 de l'idéologie française ont leur triste part de vérité si on les applique à l'attitude de beaucoup de Français sous l'occupation. Mais il se trouve que l'essayiste les applique particulièrement à Giraudoux, qui devient pour lui le modèle, le parangon de, je cite, ces écrivains plus délicats dont l'antisémitisme, parce qu'il se voulait plus modéré et puisé aux sources du génie français, pouvait être et peut redevenir beaucoup plus consensuel. Ces mots donc de Bernard-Henri Lévy sont pour moi inacceptables et sont de ceux qui m'ont conduit à écrire
ce petit essai. Car ce soupçon, pour moi, est non fondé. Non. L'humanisme d'un Hector, dans la guerre de Troie, n'aura pas lieu, ne conduit pas nécessairement à trahir et à pactiser avec l'ennemi. Non, l'humanisme patriotique de Giraudoux ne le prédisposait en rien à approuver les statuts des Juifs sous l'occupation. J'ai voulu montrer que celui-ci n'a pas trahi et qu'il est resté fidèle à ses idéaux républicains. Du même coup, s'imposait un réexamen sans concession. Commençons par le socle des valeurs républicaines. Directement ou non, sans doute à travers les manuels d'histoire d'Ernest Lavis, Giraudoux a été bercé par ce que nous appelons notre roman national, lequel d'ailleurs puisait chez le grand historien Jules Michelet la confiance dans la mission universelle de la France, héritage de la Révolution française. Nul doute que Giraudoux aurait repris à son compte la maxime d'Ernest Lavis, qui aujourd'hui, bien sûr, prête un peu à sourire. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Cette foi a fait de lui un compagnon de route d'un groupe politique, les radicaux socialistes de l'époque. Vous savez, c'était un parti de centre-gauche qui, sauf sur son aile gauche, représentée par Jean Zay, n'avait plus grand-chose de radical. Elle n'avait plus de radical que le nom. Giraudoux le savait et d'ailleurs s'en amusait. Et ce parti s'est contenté, pour l'essentiel, notamment lors de la fameuse loi de 1905 sur la laïcité, d'aider le régime républicain à trouver ses assises. Une mission sociale projetée dans l'universel, tel était le credo politique de Giraudoux. Relisez la profession de foi d'Electre, à l'opposé de celle d'Égiste, étroitement nationale, quand Electre revendique la projection universelle du don qui lui a été fait. Je cite, « Et c'est ce matin, à l'aube, quand on vous donnait, c'est-à-dire elle désigne Égiste, quand on vous donnait Argos et ses frontières étroites, que j'ai vu mon nouveau pays aussi immense et que j'ai entendu son nom, un nom qui ne se prononce pas, mais qui est à la fois la tendresse et la justice. » Cette postulation, définie par Electre, n'est pas si abstraite. Giraudoux, qui est plus lucide qu'on ne l'imagine, a pu par exemple diagnostiquer dans ses écrits politiques une crise du régime républicain. Et il a pu appeler de ses vœux une réforme des institutions assurant plus d'autorité à l'exécutif. Entre parenthèses, c'est ce que réalisera De Gaulle lors de son retour au pouvoir en 1958. Mais jamais ses convictions républicaines ne se sont démenties. Dans un petit texte posthume de 1941 qui s'intitule « Privat », il laisse à son double le soin de recueillir toute sa vie sensible. Car il faut désormais, après la défaite, dit-il, porter un masque à gaz contre le présent. Alors son double l'accompagne au casino de Vichy, là où l'Assemblée nationale, dit-il, réclame sa propre défaite. Après avoir décrit les députés qui votent les pleins pouvoirs à Pétain comme des acteurs grotesques faisant entendre des rugissements, voici ce que Giraudoux conclut. Lui, mon double, a frémi. Moi, je n'entendais que la trame du cri, une vibration sans timbre. J'entendais tomber Babylone, Ninive, Byzance, pas la République. Ainsi s'exprimait sa rage en ces temps tragiques. J'ai parlé des taux, donc, de l'entre-deux-guerres. Les taux, c'est ce qui nous enserre, nous comprime. Giraudoux n'a jamais cessé d'être hanté par la guerre. Et d'ailleurs, il se disait
orphelin de son âge propre. Orphelin de son âge propre, de mon âge propre, ça veut dire que je ne reconnais même plus des compagnons de mon âge, parce qu'ils sont tous morts. Il suffit de voir, au-delà de la guerre de Troie n'aura pas lieu, avec quelle violence et morbidité la ligne de front du combat est évoquée dans Judith en 1931. Comment les Corinthiens envahissent Argos dans Électre, ce qui précipite d'ailleurs le tragique. Ils envahissent Argos sans raison apparente. Comment l'état de tension internationale menace jusqu'au bonheur privé, personnel. Dans les romans, c'est le sujet de Combat avec l'ange en 1934. Comment le souvenir de la perte inconsolable d'un fils tué à la guerre mine le vieux Fontrange dans Bella, ou ressurgit inopinément au cœur d'un état psychologique dépressif dans son dernier roman, Choix des élus. Parce que Giraudoux cachait ses émotions sous l'humour, on a sans doute insuffisamment pris la mesure de son pessimisme foncier, et on a mal compris que c'est cette noirceur du monde qu'il lui fallait absolument dépasser, comme dans un irrésistible sursaut. Dans Suzanne et le Pacifique, un de ses premiers vrais romans, qui est une utopie insulaire, l'héroïne expérimente sur son île, à la suite d'un naufrage, un éloignement forcé de l'Europe qui est lourd d'implications historiques. C'est par la brusque révélation de la guerre, quand elle voit s'échouer sur sa grève des cadavres allemands et britanniques, qu'elle renoue paradoxalement avec l'humanité. Ces cadavres constituent la première trace de vie humaine pour elle, après 4 ans passés dans la solitude. Un lecteur anonyme, dans son blog littéraire, Brume, s'en émeut, s'en étonne. Il note que ce roman a été écrit en 1919-1920 et que Suzanne a passé 4 ans sur son île. Donc, si le décompte est exact, de 1914 à 1918. Troublante concordance historique. En prenant à la lettre la volonté farouche de Suzanne de rompre avec les valeurs de la civilisation de son prédécesseur sur l'île, oui, elle avait un prédécesseur sur son île qui n'était autre que Robinson Crusoe. Le lecteur en conclut que le livre de Giraudoux, je cite, est le négatif absolu du désespoir éprouvé pendant la guerre, l'antidote littéraire d'un monde en ruine. Je cite toujours, un voyage au bout de la nuit de Céline, à l'envers, ou encore, ajoute-t-il malicieusement, Suzanne et le Pacifique, un manifeste pacifique. Or, Giraudoux avalise, confirme cette lecture. Dans une préface, il évoque les circonstances dans lesquelles s'imposa à lui l'idée de peindre une femme seule dans une île. Dans cet uniforme dont nous recouvrit la guerre, il arriva qu'un jour, aux Dardanelles, je fus isolé, non dans une île, mais dans une presqu'île, et je lui échappai, aucune femme. Il s'échappa, Giraudoux, mais de justesse. En montant à l'assaut des lignes turques le 21 juin 1915, il fut blessé à 2 reprises. Donc voilà l'utopie de Suzanne et le Pacifique. Protestation en sourdine d'une femme face à la folie guerrière des hommes. Voilà l'utopie lestée d'un poids substantiel de chair meurtrie. Je prends un autre exemple, celui d'une nouvelle, La prière sur la tour Eiffel, qui est de 1923. Elle est insérée 1 an plus tard dans Juliette au pays des hommes. Cette prière sur la tour Eiffel passe pour le manifeste esthétique de Giraudoux. Le poète s'exclame « Je suis le sourcier de l'Éden ». On a généralement retenu de cette profession de foi l'euphorie des années folles. Vous savez, les années folles, ce sont les années 1920.
et l'éloge de Paris, d'un Paris carrefour de la planète. Si on fait cette lecture, on oublie que le dialogue avec l'ancien maître du locuteur, un disciple d'Ernest Renan, philosophe rationaliste, auteur d'une prière, non pas sur la Tour Eiffel, mais sur l'Acropole, ce dialogue avec lui est grevé par la désillusion. D'abord, il y a beaucoup de suicides qui menacent de tous les côtés aux étages de la Tour Eiffel. Ensuite, l'élève a pris ses distances par rapport aux leçons du maître, quand le maître lui répétait « Chéri, il a raison ». Voilà ce qu'il dit. Je te l'avoue, je ne sais plus où est ce mien dépôt. Et on le comprend sans peine. Parce que la guerre a laissé de son maître, je cite, à peine de quoi remplir une boîte d'olibet, c'est-à-dire une boîte de conserve. Et il est mort, je cite, presque le jour anniversaire de la mort de Renan, dont l'atome le plus modeste eut ainsi par lui une seconde et dernière mort absolue. Giraudoux abdique tout credo idéaliste. D'ailleurs, le programme esthétique de la prière est vraiment minimaliste. Le voici. Une certaine manière neuve d'approcher les enfants, les animaux et de parler en leur présence. Le rétrécissement de la portée du message prouve que la guerre a porté durablement atteinte à la foi humaniste. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'une fois passé le conflit, Giraudoux baisse les bras? Nullement. Au premier chapitre de Bella, le narrateur fait ainsi l'éloge de l'Europe. Je cite. René Dubardot, mon père, avait un autre enfant que moi, c'était l'Europe. Alors il faut savoir ici que René Dubardot représente Philippe Berthelot, le tout-puissant secrétaire général du Quai d'Orsay, qui était très proche d'Aristide Briand, par exemple. Il était lui-même un pacifiste. Ici, la peinture de l'avenir radieux prend en charge toute l'action diplomatique passée. On remonte d'ailleurs jusqu'au traité de Versailles. Cette action qui, moyennant grossissement épique et fantaisie, devient un véritable acte de foi. La rêverie politique de Giraudoux sur l'Europe est moins idéaliste et moins religieuse dans son inspiration que celle de l'internationaliste non-violent Romain Rolland. Elle est moins spéculative aussi que celle de Jules Romain, qui appuie sa foi sur la sociologie de son époque. Giraudoux, en bon héritier des Lumières, croit essentiellement dans les vertus de la sensibilité. Et il considère que la barbarie descend sur l'humanité lorsque, dit-il dans son pouvoir, nous voyons baisser dans l'univers le niveau de l'ouïe, du goût, du toucher, du regard. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Dans le domaine politique, comme dans celui des équilibres écologiques, il préconise, comme il l'écrit dans Plein pouvoir, une civilisation de politesse. Une telle civilisation fonderait un rapport authentique à soi et aux autres cultures, et aux autres espèces animales. De façon remarquable, Giraudoux tient l'équilibre entre pragmatisme et lyrisme. Le trait de caractère essentiel des Dubardot, vous savez, dans Bella, ces esprits encyclopédiques qui sont grandis, magnifiés, célébrés, c'est quoi? C'est la lucidité. Et c'est parce qu'il ne s'abuse pas sur l'humanité qu'il trouve l'énergie de faire confiance individuellement aux hommes. Je cite. Il faisait la part la plus large à l'hypocrisie, à la bassesse, à l'ingratitude humaine, aux déchets humains. Tout cela, c'était en effet la base de l'humanité actuelle.
Mais dès que le problème se posait devant eux sous la forme d'un homme, ils oubliaient que cet homme était la personnification de cette humanité qu'ils connaissaient pour vile. Ils le traitaient en lui supposant toutes les qualités qu'ils estimaient le plus. Oui, cette précision clinique est étonnamment sombre et mérite évidemment qu'on s'y attarde. Vous avez bien entendu, l'humanité est faite de déchets humains. Méfiant à l'égard des systèmes philosophiques et de toutes les idéologies de son temps, Giraudoux ne fait plus confiance. Or, de toute loi divine ou naturelle comme fondement de l'humain, il ne fait plus confiance qu'à la reconnaissance individuelle de la qualité d'homme et au fait, dans le fond, que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Cette conviction que je crois eut approuvé un peu plus tard la philosophe Hannah Arendt trouve effectivement son répondant dans quelques épisodes majeurs de l'œuvre qui prouvent que Giraudoux s'éloigne de l'idéal grec de mesure et d'harmonie qu'il avait paru chanter dans Amphitryon 38. Oui, Giraudoux a une façon bien à lui de réinterpréter ce que les anciens, les Romains, appelaient aurea mediocritas, vous savez, le précieux juste milieu. Horace et d'autres poètes ont chanté cette aurea mediocritas. Dans l'Apollon de Bellac, une des dernières pièces de Giraudoux, quand Agnès renonce à l'avenir radieux que lui laisse entrevoir le monsieur de Bellac, qui n'est peut-être rien d'autre qu'Apollon en personne, la souffrance qu'elle exprime, c'est la souffrance du corps. Et la tension qui se fait jour entre l'idéal et la médiocrité est portée à son paroxysme. Je lis un fragment de cette tirade d'Agnès quand elle se sépare d'Apollon ou du monsieur de Bellac. Ne compte pas trop sur moi, beauté suprême. Tu sais, j'ai une petite vie. Ma journée est médiocre et chaque fois que je gagne ma chambre, j'ai 5 étages à monter dans la pénombre et le graillon. Il y a entre le second et le troisième un tournant où les marches sont inclinées par le tassement et par l'âge. À ce tournant, l'espoir vous abandonne. Voilà ma vie. Elle est d'ombre et de chair compressée, un peu meurtrie. Voilà ma conscience. C'est une cage d'escalier. Dans les romans, cette position éthique qui consiste à prendre le parti de l'humanité faible contre la beauté idéale, cette position a inspiré à Giraudoux 2 séquences d'une radicalité assez exemplaire. Je considère ici 2 textes. D'une part, La Grande Bourgeoise, 1928, où on assiste au face-à-face troublant et sensuel dans une chambre d'une jeune femme, Françoise, et d'un garçon, d'un adolescent, évadé d'une maison de correction. Il a été introduit, on l'a introduit dans la chambre de Françoise pour le protéger contre la police. Ça d'une part. Et d'autre part, l'autre texte, c'est le roman Combat avec l'ange, 1934, où se trouve confrontée une nouvelle fois une jeune femme, une mondaine, avec un pauvre. Voilà, on a 2 séquences là de la découverte de l'autre dans un contexte de violence sociale, puisque je vous rappelle que les 2 femmes sont des mondaines qui font l'épreuve de l'abîme des différences sociales. 2 approches presque phénoménologiques de la vulnérabilité de l'autre dans son étrangeté irréductible. Dans Combat avec l'ange, le défi que prend la présence d'un pauvre sur un champ de course, activité ô combien mondaine, prend la portée d'un scandale existentiel.
Et Malena, la jeune femme, se reproche de n'avoir pas su trouver, dit-elle, une parole pour l'amour. Il ne m'entendrait pas. Il ne me comprendrait pas. Dans la grande bourgeoise, au contraire, il s'en est fallu de peu que la différence de sexe ne parvienne à vaincre la différence de classe. Je m'en explique pour répondre à une question de mon traducteur. Dans cette chambre, tout s'organise autour d'un lit. Il ne s'est rien passé, mais tout s'est passé. Le trouble. Et voici comment le trouble est commenté. C'est le point de vue de la jeune femme. Ce qu'ils formaient tous deux, elle n'avait plus à en douter. C'était un couple naturel. Elle ne se sentait pas plus de pudeur devant l'enfant que s'il la connaissait toute, et lui n'avait pas davantage de curiosité. C'était un vieux couple, c'était un acoquinage toujours parfait, qui lie en une heure des déclassés, qui les lie pour toujours, un instinct tel de la différence de sexe qu'on devient tout de suite, par une loi profonde, mari et femme. L'échec final enregistre le peu de crédit à accorder à l'idéal républicain de fraternité. Pourtant, ces quelques moments de grâce montrent une chose. Ils montrent comment l'auteur s'ouvre à la pitié à l'égard des humbles. La figure du jardinier qu'on retrouve d'Électre à Sodome et Gomorrhe reste l'emblème de cette humilité en prise directe avec la nature. Et l'œuvre dramatique fait une place assez considérable à nombre de personnages, enfants, bons sauvages, maquerelles ou folles, qui ont conservé intactes les valeurs de l'humanisme et qui s'émancipent des pesanteurs de la civilisation. Oui, pourquoi faut-il, dans ces conditions, que Giraudoux, aujourd'hui, passe en France pour antisémite? Observé de loin, du Japon, je pense que cette critique doit paraître bien insolite. Alors il faut rappeler le caractère prépondérant en Europe, à l'époque, d'un anti-judaïsme populaire et catholique. Vous savez, l'idée que les Juifs ont contribué à la mort du Christ. Il faut rappeler ce soupçon absurde que les Juifs se constituent en puissance d'argent pour asservir le pays. Bien. Giraudoux, qui n'était guère catholique, qui avait perdu la foi, et qui se méfiait des excès nationalistes, avait observé dans sa jeunesse, à travers l'affaire Dreyfus, ce déferlement de haine. Il éprouvait à l'égard des Juifs, il en avait d'ailleurs beaucoup fréquenté quand il était à Munich en 1905-1906, un mélange, disons, de fascination. Il y a effectivement beaucoup de figures radieuses de Juifs et de Juives dans son œuvre, surtout de Juives, et d'interrogations un peu anxieuses. Sa seule tragédie, Judith, joue avec les stéréotypes juifs et anti-juifs pour dénoncer par ce biais les menées, la conduite du parti clérical catholique encore puissant en France à l'époque. Pas pour dénoncer les juifs, pour dénoncer le parti catholique. Il faut comprendre que Giraudoux pratique l'humour avec une liberté absolument souveraine. Mais l'humour est dangereux. Or, jusqu'à la Shoah, on pouvait sourire et rire des Juifs, alors que depuis lors, une telle attitude est devenue hautement suspecte. Et Giraudoux a eu l'imprudence extrême. Il a commis cette faute. Un jour de 1935, lors d'une conférence prononcée devant un public bourgeois conservateur qu'il s'efforçait de convertir à l'idée d'une immigration raisonnée, sélective, il a commis cette faute
de prononcer des phrases détestables à propos de juifs ashkénazes en situation irrégulière. Je cite les images les plus insoutenables. Noirs et inertes comme les sangsues en bocal, génération spontanée qui rappelle celle des puces sur le chien à peine né. Giraudoux avait sans doute voulu faire trop de concessions à son public et mettre les rieurs de son côté. Mais le mal était fait. Ces phrases détestables n'avaient choqué personne à l'époque. Mais une fois relues dans les années 1960, après la Shoah, elles ont porté atteinte, je dirais presque définitivement, à la réputation de Giraudoux. Personne ne fait plus l'effort de contextualiser l'argumentation. On se répète ces phrases et on se fonde sur une citation tronquée pour prétendre que l'auteur penchait vers Hitler, vers le nazisme. Les quelques protestations émises ici ou là, celles de quelques universitaires, n'ont rien pu y changer. Et un éminent universitaire américain, Jeffrey Mellman, a fait de ces phrases la clé de l'œuvre entière. Il n'était pourtant pas difficile de rétablir la vérité des engagements humanistes de Giraudoux. Il aurait suffi de considérer l'intense travail accompli sous sa direction du temps du commissariat à l'information par la section germanique de l'information à l'étranger qui faisait le lien avec les organisations juives en France comme le consistoire et publiait des bulletins s'inquiétant jour après jour de l'avenir des juifs allemands et veillant en France à l'intégration des immigrés d'Europe centrale. Giraudoux avait d'ailleurs signé lui-même un texte le 8 octobre 1939 à propos de la rentrée des classes qui constituait une dénonciation très pédagogique de l'antisémitisme nazi. C'était un texte qui était distribué dans les écoles et qu'on peut lire. Il aurait suffi encore, pour se convaincre de ses engagements, de lire Portugal, un texte de 1941 dans lequel Giraudoux se réjouissait de voir qu'au Portugal, je cite, « l'on ne distingue pas les juifs et que l'on ne sépare pas, je cite, pauvres et riches, superbes et laids, ariens et juifs, virgule, indissolubles ». Souvenez-vous que c'était en France l'époque des premières lois anti-juives. Il aurait suffi surtout de relire cette variante de Judith. Je ne sais ce que c'est qu'être juif. J'ai toujours vécu dans ma maison sans voir d'étrangers. Un juif est pour moi un homme comme les autres. Il est menuisier, pasteur, médecin. Je ne l'ai vu en rien conjurer contre l'humanité. Il n'a pas de sorcière. Il ne mélange pas de filtres. Je crois connaître les juifs. Ils ne sont pas avides de métal. Ils n'aiment pas être bavards. Ils ne négocient que quand ils y sont forcés. Tel est ce peuple. D'antisémite à pétainiste, l'amalgame, vous savez, va presque de soi, puisque l'humanisme, croit-on, nous sommes partis de ce principe, l'humanisme devait trahir. Il avait vocation à trahir. Pour qui connaît les textes que Giraudoux a écrits sous l'occupation, ce soupçon ne tient absolument pas. La collaboration lui répugnait. La défaite et l'occupation ont été pour lui la plus douloureuse des épreuves. Il a été mis à la retraite dès janvier 1941, malgré ses offres de service en matière d'urbanisme, car il était suspect aux vichistes. Il s'est replié sur son œuvre dans des chambres d'hôtel et dans une grande solitude. Sur la propagande officielle de Pétain, il a eu des mots très durs dans Armistice à Bordeaux, dans Privat, un petit texte publié seulement après sa mort, et dans l'épilogue de littérature, La France et son héros, qui est de 1941. À l'automne 1943, alors qu'il est en relation avec les réseaux de résistance, Aragon, Claude Roy et d'autres,
Il fait parvenir aux éditions du Rocher à Monaco donc hors de France, un brûlot intitulé « Écrit dans l'ombre ». Le titre est déjà en soi assez suggestif et qui est destiné à paraître sous un faux nom, un nom d'emprunt, et qui cloue le régime au pilori. J'extrais juste ces quelques lignes. Du pays, dans une acceptation horrible, nos chefs admettaient la déchéance. Blason de défaite, blason d'indignité, telles étaient les armoiries que le nouvel ordre remettait pour leur sacre à ses chevaliers. Un proche avenir les martèlera, mais dans cette heure où j'écris, du plus profond du gouffre, c'est le plus strict devoir d'indiquer qu'aucune de leurs devises n'a été acceptée par le pays. Dans les textes soumis à la censure de Vichy, Giraudoux devait œuvrer avec prudence, mais il n'est pas très difficile de repérer que tous les drames de cette période, les adaptations au cinéma de La Duchesse de Langeais, le film de Béthanie, pour les pièces Sodome et Gomorrhe, pour Lucrèce, disent l'enfermement, le refus de céder aux contraintes, et que le combat d'âmes altières s'exacerbe jusqu'au sacrifice et au suicide. Je vous inviterai, pour conclure, à lire un jour, si vous en avez l'occasion, le dernier écrit de Jean Giraudoux, Portrait de la Renaissance, qui ne fut jamais mis dans le commerce à l'époque. C'est un appel à peine déguisé à la résistance. Pratiquant ce que Aragon appelait une littérature de contrebande, Giraudoux adopte la stratégie politique suivante. Pour parler de l'occupation et de la libération attendue, il suffit de dépayser la situation actuelle du pays et de nous reporter vers un passé de souffrance, de lutte et d'espoir qui vit finalement renaître la nation entière. Ce miracle s'appelle la Renaissance. Parler de Renaissance en 1943, vous savez, n'avait rien d'anodin. Pétain, avant de retenir le slogan de la Révolution nationale, avait lui-même parlé de Renaissance nationale. La Renaissance tout court, c'est-à-dire libérée de son appendice national et portée par l'élan humaniste, va donc apparaître chez Giraudoux comme l'antidote de la Révolution nationale. Le lyrisme ressuscite à nos yeux ce que le texte appelle des allégories vivantes. Ainsi, la vérité et la justice avec, je cite, leurs robes flottantes, fendues jusqu'aux hanches. Giraudoux se souvient qu'au XVIe siècle, la littérature avait combattu pour sauver ou promouvoir la nation. Ainsi retrouve-t-il l'humanisme français à sa source au XVIe siècle pour lui insuffler en ces temps de résistance un nouvel élan. Je suis très heureux de votre question et très impressionné par votre rapprochement judicieux avec le récit de Marguerite Duras. Le rapprochement a été fait, mais très discrètement, par la grande spécialiste traditionnellement de Suzanne et le Pacifique, qui est une collègue de l'Université de Montréal. Je crois qu'elle l'a fait, mais dans un colloque, ça n'est pas fait en Pléiade, et vous venez d'en donner le sens et la portée avec une vigueur à laquelle je n'avais jamais assisté moi-même. En ce qui concerne ce point de passage entre l'avant-guerre et l'après-guerre, et à travers l'absurde, vous avez entièrement raison.
Alors, vous voyez comme les choses sont curieuses et comme on est oublieux. Dans les années 50-60, pour Giraudoux, tout se passe très bien jusque dans les années 60. C'est à partir de 68 que ça se passe mal. Eh oui, eh oui. Dans les années 50-60, le point de passage allait de soi, parce que quelqu'un comme Ionesco revendiquait tout l'héritage de Giraudoux. Ah bon ? Et ça se comprend, mais oui, ça se comprend très bien, parce que Giraudoux avait quand même préparé l'absurde, je n'ai pas le temps de développer, mais dans La Folle de Chaillot, très franchement, il n'en était pas très loin. Bon, ça sur le plan de l'esthétique de l'absurde. Et Ionesco, qui admirait énormément Giraudoux, a dit toute sa dette en disant, en somme, ce que lui-même, Ionesco, a fait. C'est-à-dire qu'il a maintenu les valeurs de l'humanisme à l'intérieur de l'esthétique de l'absurde. Le point de passage était là, visible, jusque dans les années 60. Malheureusement, il n'est plus visible de nos jours. Mais grâce à vous, peut-être, il le redeviendra. La première question que vous posez me ravit. Elle me ravit parce que c'est dans mon essai, dans mon livre, c'est mon point de départ. Tout part de là. C'est-à-dire de cette ligne de démarcation, si on peut dire, cette ligne frontière qu'on a essayé d'établir à partir de 1960, on va dire, quand on a réhabilité cet écrivain évidemment génial, immense, qu'est Céline, on a établi une ligne frontière entre les écrits, les pamphlets antisémites, bagatelle pour un massacre, n'est-ce pas, et puis l'œuvre supposée exclusivement littéraire, évidemment jamais marquée par la même violence, hein, tous les titres que vous connaissez de Céline. Voilà, on avait établi une ligne de démarcation qui permettait de dire d'un côté, bon évidemment ce pauvre Céline, ce fou de Céline, étant entendu qu'il était fou, n'est-ce pas, il était un peu dérangé, voilà. Il est devenu bêtement antisémite, mais c'est le plus grand écrivain français. Donc, laissons les pamphlets antisémites d'un côté et considérons de l'autre. Vous savez, c'est aujourd'hui ce que dit encore quelqu'un comme Philippe Solers. Philippe Solers n'est pas n'importe qui. BHL n'a fait que prendre le sillage de Philippe Solers. Hein? Considérons ce grand écrivain, établissons cette ligne de démarcation. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que la violence magnifique des romans de Céline est de même nature que la violence des pamphlets antisémites. Alors il faudrait que quelqu'un un jour s'interroge sur cette nature commune. Oui, sur la deuxième question, j'apprécie beaucoup que vous ayez mis en avant ce livre magnifique de Marc Bloch, L'étrange défaite. J'ai un peu plus de peine à vous répondre parce que sur les causes de l'étrange défaite, les historiens, les intellectuels savent tout. Enfin, se sont depuis longtemps prononcés. On sait que la Troisième République a été en grande partie responsable de ne pas se réarmer suffisamment tôt, même si les efforts ont été faits, paradoxalement, à partir du gouvernement du Front populaire de 1936, n'est-ce pas ? Bien. On sait tout ça. Moi, ce qui me retient sur la position des intellectuels aujourd'hui, et la position, je dirais, de beaucoup de Français, c'est qu'on est là en face du deuil peut-être le plus difficile à faire.
Mon hypothèse, c'est que de cette défaite épouvantable, inattendue, nous ne nous sommes pas encore remis. Vous savez, un deuil, c'est long à faire. Alors, tant qu'on est dans cette période, on ne s'est pas encore remis véritablement de ce deuil, qu'est-ce qui se passe? On désigne, sur des bases plus ou moins fragiles, mais peu importe, des boucs émissaires. Giraudoux est sur le plan de la littérature, à mon avis, un bouc émissaire. Voilà, un des plus beaux produits de l'école publique, de la République, qui finit ministre de l'information, enfin commissaire général à l'information au moment où on va déclarer la guerre. Voilà qu'on le soupçonne d'avoir trahi, d'être antisémite, d'être plus ou moins collabo. Voilà, ça c'est la République qui a trahi, et voilà un bouc émissaire. Nous n'en sommes pas sortis de l'étrange défaite, à mon avis. C'est mon opinion personnelle, c'est mon ressenti personnel.